Salut à toutes, salut à tous, salut à moi, c'est Meds, et deux choses. Déjà, bonne année à tous, même aux cons, surtout aux cons, parce que vous serez peut-être moins cons si vous êtes heureux. Ensuite, je tourne cette vidéo rapidos pour vous rappeler que cette vidéo est une partie 2. Ce qui sous-entend, si vous savez compter et lasser vos chaussures, qu'il y a une partie 1. Cette partie 1, elle est extrêmement importante, puisque à la base, tout ça, c'était une seule et même grosse vidéo, et donc tous les sujets, thèmes et définitions qu'on aborde dans la partie 1, on va en avoir besoin dans la partie 2. En conséquence, si vous l'avez pas vu ou que c'est pas très frais dans votre tête, je vous encourage vivement à aller la voir. Donc vous cliquez sur la chaîne, vous allez chercher dématérialisé, partie 1, etc. Vous vous abonnez au passage parce que vous êtes des gens merveilleux, et on déroule. Voilà, donc ce rappel étant fait, je vous fais confiance pour être à jour à ce stade de la vidéo, et on peut donc embrayer directement là où on s'était arrêté, c'est-à-dire sur la partie 5, le fameux duel. Allez, roule Marcel! Ça a été très progressif, mais les habitudes de consommation ont changé, et petit à petit, les gens ont commencé à délaisser les copies physiques au profit du dématérialisé. Alors, vous avez-il raison? Vous avez-il tort? Eh ben c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que c'est l'heure du duel. Bon, à partir de là, ça y est, tous nos éléments sont en place, on peut commencer à se poser la question pour de vrai. Et ça ne m'aura pris que 25 minutes. Je m'améliore. Avant de commencer, ça me paraît important de rappeler quand même quelque chose d'assez essentiel, même si ça paraît évident pour certains. Quand vous achetez un jeu, que vous l'achetiez en physique ou en démat, vous achetez le même jeu. Voilà, il n'y a pas de différence notable entre l'un et l'autre. Le jeu à l'arrivée est le même. Alors évidemment, je vous ai donné ma position dès le départ, donc c'est pas bien dur à anticiper, mais je vais quand même essayer de la jouer fair play. Bon, on va commencer avec le démat du coup. Comme d'hab dans un débat, on va d'abord vanter ce qui se passe de bien dans notre partie, mais aussi souligner ce qui marche pas dans celui d'en face. Bon, déjà, premier point pour le démat, c'est celui de l'écologie. Eh ouais, forcément, en démat, pas besoin de CD, de jaquettes ou de boîtier, mais du coup, pas besoin de faire tourner les usines qui les produisent non plus. Alors, vous allez me dire, certes, en dématérialisé, on a quand même des serveurs qui tournent H24 pour alimenter les stores, et c'est pas faux, mais l'empreinte carbone de ces serveurs, elle est nettement inférieure à l'empreinte carbone de l'industrie du physique. Deuxième point pour le démat, et ça c'est plutôt un inconvénient du physique, c'est qu'on n'a plus à s'inquiéter de ruiner son support de jeu. Aujourd'hui on s'en fout un peu parce qu'on a des Blu-ray bétonnés, mais à l'époque je me souviens avoir dû racheter 3 fois mon Tekken 3 sur PS1, parce que j'y jouais tellement que le CD s'usait et qu'il suivait plus. Donc factuellement aujourd'hui le risque d'usure on s'en tamponne un peu, par contre on est quand même dépendant de l'état de santé du CD. Si je casse mon CD, j'ai plus mon jeu. Et merci maman pour les 3 exemplaires de Tekken 3. Bisous. Troisième point pour le dématérialiser, c'est l'argument du tout connecté. En gros, tant que vous avez accès à internet, vous avez tous vos jeux. Pas besoin de vous faire chier à trimballer le boîtier ou à vous demander quel jeu vous allez emmener cet été en vacances. Dans tous les cas, tant que vous partez pas dans une grotte au Pakistan, vous aurez tous vos jeux. Quatrième point pour le démat, et ça c'est encore une fois un inconvénient du jeu physique, il faut quand même se rendre à l'évidence, les données présentes sur les jeux physiques aujourd'hui, elles sont pas toujours suffisantes pour faire un jeu entier. Depuis quelques années, ce qui se passe en gros, c'est qu'à chaque nouveau jeu qui sort, on accompagne ça d'un patch Day 1, c'est-à-dire un patch, comme on en parlait plus tôt, dit jour 1, c'est-à-dire un correctif qui va servir à améliorer, peaufiner, voire franchement des fois juste terminer, ou même pire, essayer de terminer. Entre le moment où il passe Gold, c'est-à-dire le moment où il est déclaré terminé par le studio pour partir en impression dans le monde entier, et le jour de la dite sortie. Ce qui fait que quand le jeu sort, on se retrouve avec une mise à jour à faire, alors que putain, le jeu vient de sortir, foutez-moi la paix. Généralement, ce délai, il est d'1 ou 2 mois. Donc si un jeu passe Gold en mars, on sait qu'il sera disponible en magasin en... Bah non, en septembre. Je déconne, t'avais raison. Et enfin, cinquième et dernier point pour le dématérialiser, il faut avouer que celui-là il est pas dégueu, se passer du support physique, c'est aussi beaucoup moins de contraintes pour les studios de taille réduite. Entre les coûts de manufacture, les coûts de distribution et la marge qu'il faut laisser aux revendeurs, l'auto-édition devient bien plus envisageable, et c'est pas pour rien que l'éditeur Devolver, spécialisé dans l'édition de jeux indépendants, a attendu l'avènement du dématérialisé pour émerger. En vérité, je pense que son fonctionnement aurait été ni possible ni rentable à l'époque du tout physique. Alors oui, les jeux indépendants peuvent avoir des éditeurs, longue histoire de contexte historique et d'abus de langage, on pourrait s'arrêter dessus mais on va pas le faire parce que j'essaie de me soigner pour mes digressions et que vous êtes des gens superbement compréhensifs. Ok, donc avec tout ça on a un bon aperçu, c'est vrai qu'il y a pas mal de points sur lesquels le démat ça claque. Pourtant, si vous avez bien suivi, il manque un point assez évident et qui paradoxalement va me servir de transition pour les arguments du physique. Ouais, je suis un mec comme ça, j'écris des trucs, j'articule mes pensées. Parce que si on a bien suivi le... J'articule mes pensées.
Parce que si on a bien suivi le premier et le dernier point, ce qui devrait sauter aux yeux, c'est que ne pas requérir de support physique, c'est le début d'un fil logique qui devrait aussi nous amener à ne plus avoir besoin de transporteurs pour acheminer toutes les boîtes en magasin, ce qui certes va réduire l'empreinte carbone, mais surtout va réduire la masse salariale et le coût du carburant, ne plus avoir besoin des magasiniers qui sont là pour stocker, entreposer et conseiller le jeu en magasin, et qui forcément prennent une marge au passage, ce qui est absent de la version digitale, et enfin ne plus avoir besoin des usines et de la main d'œuvre qu'elles vous facturent pour imprimer CD, jaquettes et boîtiers dans des quantités délirantes. Du coup, avec tous ces coûts en moins, les jeux dématérialisés ils doivent être grave moins chers, non? Et c'est parti, premier point pour le physique, les jeux sont beaucoup moins chers, eh oui. Alors par quel miracle, j'en sais rien, probablement le miracle de la cupidité tout simplement. Parce qu'avec tous ces intermédiaires en moins, les stores en ligne prennent une commission d'environ 30% sur chaque vente, ce qui était d'ailleurs à la base de la guerre qu'avait menée Epic Games sur PC il y a quelques années. Pour faire simple, sur PC, le store dominant c'est Steam, ils sont arrivés en 2003, ils prennent 30% de commission sur chaque transaction, ça a toujours été comme ça, et c'est marre. Maintenant, il y a de ça quelques années, il y a une boîte qui a sorti un jeu qui leur a rapporté énormément d'argent, suffisamment pour qu'ils se sentent en confiance et qu'ils se disent on va peut-être aller concurrencer Steam sur leur terrain à eux. Cette boîte, c'est Epic Games, et le jeu en question qui les a rendus riches, c'est Fortnite. Vous connaissez peut-être. Partant de là, ils se sont sentis pousser des ailes, ils se sont dit qu'ils allaient faire l'Epic Game Store, donc un store concurrent à Steam, qui se présente comme un store ne prenant que 18% de commission sur chaque transaction. Ce qui veut dire que si vous achetez un jeu sur l'Epic Game Store, à prix équivalent, vous reversez davantage d'argent aux développeurs que si vous le prenez sur Steam. Noble initiative me direz-vous, et vous aurez pas forcément tort. Par contre, qui dépense de l'argent sur les stores? Les joueurs. Et les joueurs, ils vont massivement refuser de bouger sur l'Epic Game Store. Ça fait 15 ans qu'ils sont sur Steam, ils y sont très bien, ils ont tous leurs jeux dessus, donc ça leur va parfaitement. Et puis, financièrement parlant, ça change rien pour eux. Ils payent le même prix pour leurs jeux, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Bon, Epic va quand même essayer de rattraper le coup, ils vont mettre en place des jeux gratuits toutes les semaines, excusez-moi du peu. Ils vont mettre en place les codes créateurs aussi, qui vont distribuer aux influenceurs pour influencer. Mais ça va quand même pas vraiment prendre, au final ils vont perdre des milliards dans l'équation, et Steam va rester largement majoritaire sur sa plateforme. Fin de la digression express, retour au sujet. Bref, tout ça pour dire que les stores en ligne se prennent une marge de 30% sur chaque vente, ce qui est déjà énormissime compte tenu du faible coût de l'entretien des serveurs comparé au coût de production des versions physiques, mais encore plus criminel quand l'entreprise qui tient le store est la même que celle qui vend le jeu. Sony est un très bon exemple puisque Sony fait des jeux, Sony fait des consoles, et que sur ces consoles, le seul store à être autorisé, c'est le leur. Ça leur a d'ailleurs valu pas mal de micmacs juridiques dernièrement, parce que c'est pas super légal, alors que pourtant, si on regarde l'industrie, Nintendo fait pareil avec sa Switch et son eShop, et Microsoft aussi avec ses Xbox et son Xbox Live. Mais comme si ça suffisait pas, les prix ils sont juste délirants. Regardez-moi ça là, Silent Hill 2, sorti début octobre, le voilà sur le PlayStation Store, et voilà la version boîte sortie à la Fnac. On est quand même sur du 20 balles d'écart, la version des maths est 40% plus chère que la version boîte. Et c'est là que ça coince pour moi, parce que 40% plus cher avec tous ces frais en moins, je sais pas si on se rend bien compte. Et là encore, je vous parle d'un jeu récent, mais regardez un jeu un peu plus vieux, genre un jeu qui a 5 ans comme Red Dead Redemption 2. Et oui, Red Dead Redemption 2 a 5 ans. Sur le store, c'est 60 balles, en physique, c'est 16 balles. 16 €, putain, on a un rapport de 4 contre 1, ça n'a plus aucun sens. Et c'est la même chose pour Forspoken, alors qu'il a même pas encore 2 ans, il est sorti en janvier 2023, et regardez-moi cette douille, on peut se payer 3 fois le jeu en physique et on aura quand même moins payé qu'en démat. Alors, pour que l'argument soit honnête, il faut quand même que je parle des soldes. Oui, c'est vrai, la plupart des stores en ligne proposent régulièrement des soldes qui vont faire chuter les prix de 30, 50, voire 70%. Mais je suis désolé, ça reste de la manipulation des prix du marché. C'est parce que les prix sont abusifs toute l'année qu'ils peuvent se permettre 4 fois par an de vous les faire tomber de 50 ou 70%, pour vous les faire arriver à 20 ou 30 €, ce qui reste plus cher que les versions physiques. Non mais franchement, c'est délirant. Bref, allez j'enquille. Nouveau point, et cette fois-ci c'est un inconvénient du dématérialisé, vous êtes tributaire d'internet. Et ça c'est pas que pour le jeu vidéo, c'est tout médium confondu. Pourtant, j'entends souvent cet argument du « mais pourquoi je me ferais chier à acheter l'intégrale de ma série, c'est hors de prix, je l'ai sur Netflix, etc. » Bah ouais mon copain, mais si ton accès à Netflix il est biaisé, par ricochet t'as plus accès à rien. Et pour tes séries du moment pourquoi pas, mais pour tes séries préférées c'est un peu chiant. Plus d'internet, plus d'accès, panne de serveur, plus d'accès, mauvais débit, plus d'accès. En gros, vous acceptez d'être dépendant d'une technologie qui ne dépend pas de vous. Et petit disclaimer, parce que je me doute que certains vont y voir ici un peu de mauvaise foi, puisque je compare du streaming à la Netflix et l'utilisation de stores dématérialisés façon Steam.
Mais la vérité, c'est que dans un univers où nos jeux font désormais plus de 100 Go régulièrement, on est souvent amené à devoir supprimer, désinstaller et réinstaller les jeux quand on veut s'en servir. Donc finalement, la dépendance à ces stores, elle est similaire à la dépendance qu'on peut trouver vis-à-vis d'un Netflix. C'était certes moins prégnant il y a 15 ans quand on se tapait des AAA d'une vingtaine de gigas, mais aujourd'hui on a des Modern Warfare 3 à 213 Go, des FIFA à 50 Go alors qu'il n'y a que les stades et les joueurs, ou même des Rocket League à 25 Go. Un effort à l'opti s'il vous plaît ? Non. Bref, tout ça pour dire que comparer le physique à Netflix ou à Steam, c'est-à-dire à un service de streaming ou à un dispensaire de licence, finalement c'est un peu pareil. Vous possédez peut-être pas le contenu, mais vous possédez le contenant. Et justement, ce bien, il vous appartient réellement. Personne ne peut vous priver de votre possession de ce CD. Sauf peut-être cet ami d'enfance qui vient vous emprunter un jeu et puis qui finalement déménage dans les semaines qui suivent, sauf que dans la foulée, il emmène le jeu et oui, je me souviens de toi Dimitri, je te retrouverai. Désolé, je deviens sentimental, mais c'était bon Bugs Bunny. D'ailleurs, le Sony Apple de la PS5 aimerait bien qu'on... Ou cette cousine qui attend que tu déménages pour la fac pour récupérer ton carton de jeu GameCube chez ta mère pour les vendre et payer ça weed. D'ailleurs, le Sony Apple de la PS5 aimerait bien qu'on l'oublie, et surtout en ce moment avec leur console en kit à 1000 balles, mais c'est un argument qu'eux-mêmes valorisaient pour dénigrer la concurrence au moment où Xbox sortait sa première console sans lecteur de disque. Et c'était il y a à peine une génération de consoles, hein, c'est pas si vieux. Bon, après je vais pas parler de la nouvelle stratégie de PlayStation sur cette génération, clairement ils délaissent le côté pro-consommateur pour retourner sur un genre de luxification de la marque comme ils avaient essayé et échoué sur PS3. Clairement, on n'est pas sur une grande ère pour la marque, et s'il y avait de la concu, ils se seraient vautrés depuis longtemps. Mais je peux pas résister à l'envie de leur jeter une petite crotte de nez néanmoins pour illustrer. Ces fumiers ont retiré la possibilité de faire un backup de vos sauvegardes via une clé USB. Donc si vous voulez faire un backup, c'est abonnement au cloud obligatoire, alors que sur PS3 et PS4, c'était possible. Voilà, la nouvelle stratégie de Sony résumée en un exemple. Mais bref, je m'égare encore une fois, tout ça pour dire que même chez Sony, le traitement du support physique, c'est un cas d'école. Ils savent très bien que le support physique, ça se prête à un copain, réciproquement ça s'emprunte, ça se revend au besoin, toutes ces choses que le digital rend impossible puisque vous ne possédez plus rien, pas même un support de stockage. Mais surtout, le fait de détenir le support fait que vous avez un rempart contre l'aliénation de son contenu. Ce qui m'amène à mon quatrième et dernier point, que je vais un peu plus détailler. Dernier point pour le physique, qui est encore une fois un désagrément du dématérialisé avant tout, vous êtes tributaire des entreprises qui vous vendent le jeu. Et autant sur le reste on peut avoir nos préférences, on peut débattre, on peut rigoler, tout ça, mais là on s'attaque à un point polémique, au vrai gros problème du démat qui selon moi justifie la résistance presque politique qu'on peut se faire du support physique. Mais pour commencer, on va relier tous les points qu'on a établis jusqu'ici entre eux, parce qu'on va en avoir besoin pour bien comprendre l'ampleur du merdier. Bon, je pense que vous l'avez compris, sinon c'est que je fais vraiment mal mon taf. Quand vous achetez un jeu, que ce soit en physique ou en démat, vous n'achetez jamais le jeu en question, vous achetez systématiquement une licence d'utilisation pour le jeu en question. Bon bah, dans le cas du support physique, c'est pas très compliqué. Cette licence, elle prend la forme d'un accord tripartite, si vous voulez, entre vous d'un côté, le support de stockage du jeu, c'est-à-dire le CD, et le périphérique qui va vous permettre d'y avoir accès, à savoir en général votre console. En gros, tant que ces trois parties sont réunies, vous avez accès à votre jeu, il n'y a pas de galère. Mais pour le dématérialiser, vous l'aurez compris, c'est plus compliqué. Dans un premier temps, vous achetez la licence via un store, qui est le premier parti impliqué, puisque c'est lui qui va garder en mémoire toutes vos licences, et donc vous y accordez un accès ou non. Une fois que vous avez la licence, elle est rattachée à votre compte sur ce store, et c'est lui qui enregistre les licences que vous avez achetées. Une fois que vous avez acquis la licence sur le store, vous pouvez télécharger les données de jeu fournies par l'éditeur, qui est donc le second parti. Une fois ces données téléchargées, vous acceptez les fameuses CLUF, et vous, troisième partie, pouvez jouer. La nuance entre le physique et le démat, c'est que les parties avec lesquelles vous interagissez, ce sont des objets inanimés dans le cas du physique, opposés à des entités juridiques dans le cas du démat. Et ça change quand même pas mal de choses. Ces entités conscientes, donc l'entreprise qui gère le store et l'entreprise qui vous fournit le jeu, ont donc un droit de regard sur votre accès à ce jeu, qu'elles n'ont pas si votre accès est physique. En théorie, mais on va y revenir. Et en même temps, ça paraît logique, l'équivalent avec la version physique, ce serait de vérifier votre ticket de caisse chaque fois que vous voulez lancer le jeu pour être sûr que le jeu qui est sur votre étagère, vous l'avez bien acheté, ce serait débile. Mais c'est pourtant ce que le store fait.
Et de la même manière, l'éditeur du jeu peut modifier les données de jeu qu'il fournit au store à tout instant. Alors que vous, le jeu en physique que vous avez, c'est une version du jeu qui est figée dans le temps et qui bougera plus, auquel l'éditeur n'a plus accès. Bref, on va détailler tout ça, mais en gros, chaque partie peut intervenir sans préavis ni justification et révoquer votre accès à ce dit jeu. Et puisqu'on parle de détailler, on va commencer par le store. En gros, votre compte peut être supprimé suite à une activité interdite par le règlement, que ce soit de votre fait ou suite à un piratage comme ça s'est souvent vu. En plus, ces fameuses licences dont on parle depuis le début, elles sont enregistrées sur votre compte, elles appartiennent à ce dit compte. Et donc vous pouvez évidemment rien revendre, comme on l'a déjà dit. Mais surtout, si vous perdez votre accès à votre compte, vous perdez votre accès à toutes les licences que vous avez achetées et qui sont enregistrées dessus. Pour finir, dernier point sensible, mais vraiment pas des moindres, le store peut subitement fermer. On a déjà eu le cas avec pas mal de consoles, et le cas le plus récent, c'est celui du shop de la Nintendo 3DS. Dont vous vous souvenez sûrement d'ailleurs, c'est pas une console si vieille. Nintendo n'estimant plus le shop suffisamment rentable, l'a tout simplement débranché. Il n'existe plus, et les licences d'utilisation que vous aviez achetées dessus, non plus. Alors si vous aviez encore une copie digitale du jeu, ça va, mais si pour une raison X ou Y, votre support de stockage, que ce soit votre carte SD ou votre console directement, venait à mourir, vous pourriez plus retélécharger le jeu. Tout ce que vous avez acheté au format digital serait considéré comme inexistant. Le tout dans la plus grande légalité, ce sont les clufs que vous avez signés à l'achat. Forcément, suite à ça, de nombreuses associations de préservation du patrimoine vidéoludique se sont insurgées, estimant à raison que des milliers de jeux trop modestes pour avoir eu droit à une sortie physique et qui étaient donc obligés de se cantonner à une version digitale faute de moyens, allaient tout simplement disparaître. Et j'en profite pour faire une petite digression sur le terme digital, qui en anglais veut effectivement dire numérique ou dématérialisé, mais qui en français veut simplement dire relatif au doigt, ce qui en fait donc un faux ami, comme disait mon prof d'anglais. Néanmoins, quoi qu'en dise le petit Larousse, le français étant une langue vivante, l'usage fait foi, et puisque maintenant le terme a été adopté par une grande majorité de la presse, des marketeurs et des joueurs eux-mêmes, c'est pas très grave. C'est même assez drôle quand on y pense de voir une erreur de traduction placardée sur des affiches géantes un peu partout dans la rue. Mais bref, le sujet étant clos, retour au sujet des associations. En France, on a donc la très connue MO5, une association qui lutte pour la préservation de nos pixels préférés et qui ne sait plus où donner de la tête dernièrement. Si vous avez l'envie et les moyens de faire un don, je vous mets le lien en commentaire. Leur existence est liée, il faut bien le voir, à quelqu'un qui finalement, quelque part, a la possibilité de débrancher la prise du serveur et tous ces jeux vidéo, ces millions de jeux vidéo modernes disparaissent. Ce qui est pour nous donc très problématique, évidemment. Et là, je parle de la 3DS qui est sortie en 2011 et dont le store a fermé en 2023, soit 12 ans de durée de vie. Mais on a aussi le cas de la PSP qui est sortie en 2004 et dont le store a fermé en 2021, soit 17 ans de durée de vie. C'est un peu mieux, mais vous perdez quand même tout à l'arrivée, donc En gros, vos licences d'utilisation achetées au format numérique peuvent s'évaporer à tout moment, et la seule question que vous devez vous poser c'est combien de temps avant que ça arrive au store que j'utilise. Pour rappel, ça n'aura pris que 3 ans à Stadia pour disparaître avec vos licences et vos thunes. Et on parle de Google, ils ont les reins solides normalement. Comme quoi c'est vraiment qu'une affaire d'éthique. Alors après, on se rassure quand même 2 secondes, on parlait de Steam tout à l'heure, qui est actif depuis 2003, et concrètement 21 ans plus tard, tout est toujours là, et a priori, rien n'est en danger. Mais la vérité, c'est qu'on parie sur l'avenir, et on sait pas combien de temps l'accès à nos licences sera maintenu, ni pour quelle raison est-ce qu'il finira par sauter. Alors encore une fois, les stores récents ont l'air d'être conçus pour le long terme, si on prend le store de la PS4, il est commun à la PS5 et sera probablement commun à la PS6, l'eShop de la Switch a l'air d'être conçu pour le long terme, et les premières rumeurs concernant sa remplaçante font état de rétrocompatibilité, ce qui irait dans le sens d'un shop commun. Quant à Steam, on l'a déjà dit, ils ont résisté aux assauts d'une compagnie multimilliardaire qui menait une politique pro-développeur, le tout en offrant aux tout venants des jeux gratuits toutes les semaines, et ils ont quand même pas bougé, donc a priori, ils ont les pieds bien vissés au plancher. Bon, maintenant, s'ils sont pas à l'abri de ce genre de coup dur non plus, ces stores ont quand même l'air de vouloir s'en prémunir un maximum et vont dans ce sens pour l'avenir. Mais malgré tout, ça reste que le deuxième intermédiaire entre vous et vos jeux au format dématérialisé. Maintenant, il est temps qu'on parle des studios, des éditeurs et de globalement toutes les entités juridiques qui ont encore accès à votre jeu une fois que vous l'avez acheté. Bon, quoi qu'il en soit, si on s'attarde uniquement sur ce qui concerne l'accès à nos licences de jeu, il n'y a pas de débat, le démat c'est le grand perdant. Puisque, pour résumer les 10 dernières minutes, vous dépendez d'une entreprise qui est décorrélée complètement de vous, alors que pour le support physique, vous dépendez de votre capacité à atteindre le boîtier que vous avez acheté. Maintenant, bon, on pourrait se dire qu'une fois que le jeu a été téléchargé, l'accès a été accordé, c'est bon, tout va bien, le store ira nulle part, donc toutes ces histoires de physique versus des maths, on s'en tartine un peu l'ananas. Eh ben en fait oui, mais en fait non, parce qu'il y a encore une entité qui peut prétendre à s'immiscer entre vous et votre jeu, celle qui en est la propriétaire. Il s'agit bien évidemment de la main du développeur, le plus souvent à l'initiative de l'éditeur, quand les deux ne sont pas une seule et même entité.
Souvenez-vous, on en a déjà parlé un peu plus tôt, ceux-ci peuvent maintenant venir modifier votre jeu après achat, via des mises à jour, rajouter du contenu, l'altérer, en retirer, etc. Bon bah, au-delà de la monétisation que ça a amené et dont on débattra sûrement un jour, mais juste pas là, j'en suis à 17h piste, donc désolé mais faut que je burne un peu. On sait surtout que ce nouveau rapport à la clientèle, il change les habitudes de consommation d'une part, certes, mais aussi et surtout de production. Sauf que, problème, on sait que ces éditeurs sont historiquement réticents à vous laisser les pleins pouvoirs sur votre jeu. Depuis la parano des débuts du piratage jusqu'à l'explosion du marché du jeu vidéo dans les années 2000. Période d'ailleurs pendant laquelle le jeu vidéo est devenu l'industrie de divertissement la plus rentable au monde, ce qu'il est encore aujourd'hui. Je vous le dis sans chichi. Je vous le dis avec chichi, devant la musique et le cinéma. Ouais. Et donc forcément, les gros éditeurs commencent à trouver des moyens pas dingues pour lutter contre le piratage, parfois même au point d'être taxés de paranoïaques obsessifs. Libre à chacun de trouver ça fondé ou non. Pour moi c'est plutôt oui, après, libre à vous d'avoir tort. Et c'est comme ça qu'on voit naître des DRM, le plus connu étant Denuvo. Alors, qu'est-ce qu'un DRM? Les DRM, ce sont des logiciels censés protéger le jeu des clés piratées ou autres, mais qui, dans les faits, sont surtout la cause de beaucoup de problèmes de performance dans la plupart des jeux, c'est-à-dire qu'ils nuisent au bon fonctionnement du jeu et entachent l'expérience du joueur avec des bugs, des ralentissements ou même des crashs, qui n'étaient pourtant pas présents dans la version du jeu de base telle que fournie par les développeurs. Mais si c'était que ça encore, ça va. Enfin, non, ça va déjà pas, mais il y a pire. Et il y a même sacrément pire, puisque dans certains cas, les jeux requièrent une connexion internet permanente afin que l'éditeur puisse s'assurer que vous jouez pas sur une version piratée du jeu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ce, même si vous jouez en mode solo, sans utiliser les fonctionnalités en ligne. Sauf que, encore une fois, problème, et pas des moindres, puisque là on rentre dans une zone controversée, pour la simple et bonne raison que qui dit connexion internet requise, dit serveur obligatoire. En gros, des serveurs, ce sont des gens plutôt bien sapés qui vous amènent ce que vous avez commandé quand vous êtes au resto par exemple, le tout moyennant rémunération. Si vous êtes gentil. En gros, un serveur, c'est un espèce de gros PC qui tourne à burne 24h sur 24, 7 jours sur 7, et qui communique via internet, donc c'est-à-dire qu'il envoie et qui reçoit des données, avec tout plein de clients. Et les clients, en l'occurrence, ce sont les logiciels, mais du côté des particuliers. Par exemple, un jeu vidéo en ligne, c'est un client. Grossièrement, un jeu en ligne, c'est ça, c'est un jeu dans lequel votre jeu, donc votre client, va communiquer avec le serveur via internet, par exemple pour lui dire, bah là je marche à tel endroit. Le serveur, il va récupérer cette information et il va récupérer les informations de tout un tas d'autres clients en même temps, et ensuite ces informations, il va les diffuser en masse à tous les clients, pour que les clients justement soient connectés entre eux. Je fais simple, hein, mais j'essaye de faire en sorte que personne soit largué. Promis, machallah, un jour je vais droit au but. Bon bref, on s'en fout de toute façon, tout ça pour dire que ces serveurs, ils ont un coût. Contrairement à Maïté. Oui, je sais, facile, mais je suis gros, j'ai le droit. Déjà, faut les entretenir, ensuite faut les mettre à jour, et puis il faut les alimenter tout simplement, parce que entre l'électricité qu'ils consomment en tournant 24h sur 24, je le rappelle, plus l'électricité nécessaire pour faire tourner les systèmes de ventilation, parce qu'on le rappelle, ça chauffe de ouf dans une pièce à serveur, et ben ça chiffre très très vite. Et c'est d'ailleurs ça qui est chiant avec les jeux en ligne, c'est qu'on sait qu'ils sont pas éternels, parce que leur coût ne s'arrête pas une fois le jeu sorti. Et donc, il se trouve que parfois, lorsqu'un jeu en ligne se fait vieux ou qu'il échoue à retenir ses joueurs par exemple, il gagne trop peu de pognon par rapport à ce qu'il coûte, et donc il faut fermer les serveurs. Des fois c'est une nécessité, des fois c'est de la cupidité pure. Bref, c'est du cas par cas, mais dans tous les cas, ça arrive, et c'est inévitable de par le mode de fonctionnement même des jeux en ligne. Et quand ça arrive sur des jeux solo, c'est déjà plus délicat. Si je vous en parle, c'est parce qu'on a eu un cas d'école des dérives du marché cette année. On va en parler 5 minutes, donc n'hésitez pas à aller vous faire un petit thé, parce qu'on va faire une dernière grosse digression. On va parler du jeu de course The Crew. Commençons par le début si vous le voulez bien. En décembre 2014 sort The Crew, un jeu de course signé Ubisoft. Décidément Ubisoft, hein. Si vous savez, vous savez. Et si vous savez pas, bah vous savez pas. Le jeu est reçu plutôt tièdement, globalement il est pas mauvais, mais il est déjà gangréné par toutes les mauvaises pratiques qui vont ronger le jeu vidéo dans les années 2010 et 2020. Connexion obligatoire pour jouer seul, microtransactions, aucune optimisation, bug à ralentissement, bref, Ubisoft toujours en avance sur son temps. Malgré tout, le jeu se vend plutôt bien grâce à un marketing agressif et aux fans de jeux de course qui crachent jamais sur un petit jeu de plus à se mettre sous la dent. Le premier mois, c'est 2 millions de copies qui trouvent preneur, faut dire qu'il sort en pleine période de Noël, hein. Et après 2 ans et quelques, c'est plus de 12 millions de joueurs enregistrés qui ont essayé le jeu. À 60 balles le jeu. Ça en fait des balles. En 2017, Ubisoft annonce une suite qui sortira en juin 2018, puis un 3e épisode sortira à mi-2023. En gros, jusqu'ici, tout se passe bien. Pourtant... Je vais bien.
Et ouais, forcément, ça allait finir par partir en cacahuète. 6 mois après la sortie du 3ème épisode, on est en décembre 2023, Ubisoft annonce fermer les serveurs du premier The Crew dans 3 mois, soit au 31 mars 2024. Sans grande surprise, l'argument avancé, c'est qu'apparemment le nombre de joueurs est trop faible, et donc on est dans le cas de figure qu'on a expliqué juste avant, c'est-à-dire que le coût d'entretien des serveurs est trop élevé par rapport à ce qu'ils rapportent. Je dis apparemment, parce que dans cette industrie, jouer de la flûte pour justifier de la merde, c'est monnaie courante. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en 2023, Ubisoft est toujours pas au plus mal. Cette santé financière tremblotante, elle pourrait justifier cette volonté de faire des économies de bout de chandelle. Mais bon, jusqu'ici, rien de dramatique. En vrai, des serveurs qui ferment, ça arrive un peu tout le temps, sur des jeux un peu datés encore plus. Fini le jeu en ligne, c'est triste, mais tant pis. Non, là où on va rentrer dans la zone polémique, c'est que si vous avez suivi le début de l'histoire, vous avez capté que The Crew c'était un jeu à connexion obligatoire, même en solo, sous prétexte de lutte contre le piratage. Finalement, le verdict tombe, à partir du 31 mars 2024, plus aucun exemplaire de The Crew ne sera jouable. Ce qui démontre une fois de plus du ridicule extrémisme de la lutte anti-piratage, puisqu'elle fait carrément disparaître les jeux de la surface de la Terre une fois que l'éditeur en a pris marre. Le jeu disparaît donc des stores en ligne, les licences d'utilisation sont révoquées, votre jeu à 60 balles disparaît purement et simplement de la surface de la Terre. Jeu qui contenait des microtransactions au passage, donc toutes les thunes supplémentaires que vous aviez pu mettre pour débloquer des cosmétiques ou autres, vous les foutez à la poubelle aussi. Forcément, les associations de préservation du JV, les joueurs, les collectionneurs, tout le monde est scandalisé. Et oui, les collectionneurs aussi, parce que ce besoin de connexion obligatoire, il s'applique même aux versions physiques. Si vous avez acheté le jeu en physique, vous êtes donc l'heureux propriétaire d'un boîtier en plastique et d'un CD inutilisable. La chance. Après voilà, faut pas tout mélanger, le public est pas stupide, évidemment que les fonctionnalités en ligne allaient finir par expirer, mais quid du jeu solo? Ça pose quand même de grosses questions sur le droit du consommateur, et le débat est relancé pleine barre. À tel point qu'Ubisoft se fendra d'un communiqué de presse arguant que, je cite, « Les joueurs doivent s'habituer à ne pas posséder leur jeu ». Ce qui est foutrement mal formulé surtout en période de crise, et provoquera des réactions atomiques chez les joueurs. Pourtant, en vrai, ils ont raison quoi, ça fait 1 heure qu'on est en boucle là-dessus, la vérité c'est qu'ils ont raison. Et qu'il faut absolument qu'ils changent le responsable de la com. Bon, ceci étant dit, jusqu'ici, toute l'industrie, aussi cynique soit-elle, s'était efforcée de jamais franchir ce cap, alors qu'Ubisoft a sauté dedans à pieds joints et en a même remis une couche derrière par presse interposée. Donc on peut dire qu'ils cherchent la merde quand même. Parce qu'en vrai, c'est quand même un tabou universel depuis le tout début du jeu vidéo, la révocation de licence. On l'a vu, où ils ont même pas besoin de se justifier s'ils veulent vous enlever votre licence, ils vous l'enlèvent. Que vous ayez payé votre licence 5 ou 120 balles, on s'en fout de votre avis. C'est un rapport de force qui est complètement déséquilibré et sur lequel l'industrie a jamais vraiment légiféré puisque, encore une fois, jusqu'ici, tous les industriels jouaient le jeu. Jusqu'à Ubisoft. Cocoricoette. Et ce débat, il a tellement éclaboussé toute l'industrie que derrière, elle a essayé de s'auto-réguler. Par exemple, si vous allez sur Steam depuis cette affaire, il précise lorsque vous faites un achat que vous n'achetez qu'une licence sur le store Steam et rien d'autre. Alors d'un point de vue extérieur, ça a peut-être l'air de rien, mais je vous assure que forcer l'un des plus vieux acteurs du secteur à expliciter sa position vis-à-vis d'un des plus vieux tabous de l'industrie, c'est vraiment un gros événement. Et pour en revenir au sujet de la polémique, le jeu ayant été abandonné par l'éditeur, ça n'a aucun sens de pas laisser les gens s'amuser avec le jeu de course qu'ils ont payé. Surtout quand on sait qu'une grande partie du jeu n'est pas en ligne, il suffirait de déployer un dernier patch qui révoquerait la nécessité d'être connecté pour jouer, et c'est plié. Surtout que, comble de l'ironie, on découvrira quelques semaines plus tard que, dans les fichiers non utilisés du jeu, se trouve un script désactivant la nécessité d'une connexion obligatoire. Le mode en ligne était donc non seulement prévu, mais même déjà inclus dans les fichiers du jeu. Probablement au cas où. Et franchement, c'est super dur de coder avec ça. Ma théorie, qui est loin d'être que la mienne d'ailleurs, c'est que ce besoin de liquidité chez Ubisoft leur a encore fait prendre une décision anti-consommateur, en l'occurrence tuer le jeu pour faire vendre les suites, dont le dernier pour rappel venait de sortir moins d'1 an plus tôt. Ce qui est un peu con au final parce qu'ils se vendaient très bien et que cette polémique finalement elle est juste venue alimenter un sentiment de méfiance envers l'entreprise. Sentiment de méfiance qui, à mon sens, est l'un des nombreux facteurs expliquant la sous-performance des derniers jeux Ubisoft sortis récemment, et donc la raison pour laquelle ils sont dans la merde. Comme quoi, tout se paye un jour. Ouais, pas hein. Bref, tout ça pour dire qu'ils auraient pu déployer cet ultime patch pour déclencher l'activation du mode hors ligne, une sorte d'ultime adieu en remettant les rênes du jeu à la communauté, comme ils l'avaient visiblement prévu en 2014 d'ailleurs. Mais non.
comble de l'ironie, beaucoup de jeux en ligne proposent des systèmes d'hôtes où lorsque vous jouez avec des amis, l'un d'entre vous joue le rôle du serveur, de préférence celui qui a un PC qui tient la route et une bonne connexion. Ce système d'hôtes, on s'en sert depuis des années pour les jeux les plus modestes et il fonctionne très très bien. Oh C'est vrai qu'il a fallu se manger le pot encore. C'est couillon. Bah, ce qui s'est pas failli, hein. Ah, Il se l'est complètement mangé. Alors, vu que c'est un PC de particulier, c'est un peu un serveur de fortune. Pour le coup, impossible de faire tourner un MMO avec, mais si c'est pour jouer avec des potes à 4, 6, voire 8 joueurs, ça fonctionne très très bien. Bref, vous m'avez compris, même pour la partie en ligne, ça aurait largement été possible de laisser la communauté s'auto-gérer et héberger quelques tournois en ligne pour les derniers fans restants du jeu. Et là encore, je vous parle que de The Crew, mais c'est pas le seul, hein. Par exemple, regardez, en octobre 2016, Blizzard sort Overwatch. En décembre 2016, il est élu jeu de l'année au Game Awards. Les Game Awards, pour faire simple, c'est une cérémonie de remise de prix, c'est un peu l'équivalent des Césars, mais qui a l'avantage d'être la plus suivie de tout le jeu vidéo, donc ça se donne des airs prestigieux, on n'aime pas, les digressions, tout ça, SVP, laissez-moi dormir. Bref, suite et fin de notre petite frise chronologique express, octobre 2022, Blizzard coupe les serveurs d'Overwatch et déliste le jeu des stores, le jeu disparaît de la surface de la Terre. Mais je me permets de nuancer un petit peu. Déjà, Overwatch c'est un jeu exclusivement compétitif. Donc pas de serveur, pas de match en ligne, pas de jeu. C'est déjà un peu plus naturel comme mort. En plus de ça, Overwatch 2 sort le lendemain de la disparition du premier, et il est gratuit, ce qui n'incite donc pas à l'achat. Alors après, ça amène d'autres problèmes. Déjà, le fait que le gagnant des Game Awards 2016 soit injouable aujourd'hui. Niveau préservation du patrimoine, ça se pose là. En plus de ça, Overwatch 2 fait pas forcément l'unanimité, par rapport aux changements apportés à ses systèmes de jeu d'une part, mais aussi à sa monétisation avec des microtransactions hyper agressives qui sont fortement décriées par la commu. Donc, il y a quand même un débat, mais un débat beaucoup moins problématique que celui de The Crew. Bon, voilà tout pour le cas The Crew en l'occurrence. Finalement, maintenant, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce constat. Bon, bah déjà, les problématiques du dématérialisé, elles sont très réelles. En multipliant les intermédiaires, on multiplie forcément le risque d'être dépossédé, non pas du jeu, mais bien de notre accès à celui-là. Et c'est con, parce qu'au final, c'est tout ce qu'on n'a jamais acheté. Cependant, faut quand même être lucide, les problématiques du dématérialisé, elles sont aussi corrélées à des problématiques d'industrie. C'est ce qu'on vient de voir avec le cas The Crew, et donc elles impactent le physique dans tous les cas. Parce que le démat, c'est pas juste des stores en ligne, c'est aussi des patchs, des DRM connectés et toutes ces saloperies. Donc au final, certes, il y a un vrai intérêt à privilégier le physique, mais dans tous les cas, on assiste à une vraie convergence des luttes. Parce qu'au final, s'il n'y avait pas une énorme douille cachée dans les licences digitales, bah on le voit, hein, ce serait bien plus avantageux que le physique. Mais des cas comme The Crew ou Overwatch font qu'à l'heure actuelle, physique ou démat, bah c'est en train de devenir le même combat. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Bon, je pense que vous l'avez compris, malheureusement, physique ou démat, on n'en est plus trop là. La question duquel prévaut, elle dépend surtout d'arguments subjectifs et des pratiques avec lesquelles vous êtes à l'aise ou non, puisque comme on l'a vu, finalement maintenant, les dérives de l'un ont fini par toucher l'autre. Au final, physique ou démat, c'est vous qui voyez, selon l'usage et le rapport que vous avez aux jeux vidéo, ça peut varier, et même si vous serez toujours gagnant à privilégier le physique plutôt que le dématérialisé, pour diviser le nombre d'intermédiaires plutôt que de le multiplier, en l'absence de choix, par exemple je pense notamment aux jeux indés ou au PC, on fait un peu comme on peut. D'ailleurs, on tient là selon moi une des dernières vraies bonnes raisons de privilégier la console au PC aujourd'hui, puisque la console vous offre encore la possibilité d'acheter vos jeux au format physique, ce qui n'est plus possible sur PC depuis quelques dizaines d'années maintenant. Et selon moi, c'est un énorme désavantage, c'est pour ça que les consoles qui s'orientent vers le tout digital aussi, je trouve que c'est une énorme connerie. Après, encore une fois, ça dépend de vos usages, et donc de ce que vous jugez acceptable en termes de pratique commerciale ou non. Puisqu'encore une fois, payer c'est cautionner, et que dans un monde régi par l'argent, votre CB c'est votre carte de vote. Elle est périmée depuis 2014, arrêtez de zoomer. A titre personnel, c'est pas bien compliqué, je considère que plus de 40 balles dans un jeu dématérialisé, c'est du vol. Moi je dis Hagra. Hagla. Donc les gros jeux auxquels je tiens et les nouvelles sorties, j'essaie de tout prendre en physique, pour qu'on ne m'en dépossède pas d'un claquement de doigts, tout en me renseignant sur ce que contient réellement le disque à l'achat. Et pour le reste, dès que je vois de bonnes affaires, des soldes sympas ou des choses qui de toute façon n'existent pas en physique, là je m'autorise le démat. A titre d'exemple, j'avais plutôt bien aimé le premier Star Wars Jedi, et j'attendais sa suite jusqu'à ce que j'apprenne que le CD sur lequel il allait être vendu dans sa version physique ne contenait aucune donnée relative au jeu, et que c'était une simple clé d'activation pour ensuite télécharger le jeu. Bon partant de là, j'ai statué, je le prendrai en démat à 15 balles. D'ailleurs, ça aussi on pourra en parler. Les versions physiques qui contiennent qu'un vieux code de téléchargement tout pété, mais virez-moi cette merde, vous avez le pire des deux mondes.
Mais à côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, le démat ça offre aussi de super occasions. C'est pas rare de pouvoir se faire des paniers à 50 ou 60 balles qui vont contenir quand même entre 5 et 10 excellents jeux, auquel cas, malgré l'insécurité de votre accès à ces licences, c'est difficile de parler de malhonnêteté ou de se sentir floué. La seule vraie misère selon moi, ce sont les jeux qui viennent avec beaucoup d'intermédiaires en moins et des contraintes en plus sur le store, et qui sont quand même facturés plein but, quand c'est pas carrément plus cher que la version physique. Et malgré tout ça, on voit que l'opacité sur ce qui fait qu'on peut avoir accès ou non à une licence qu'on a précédemment achetée sur ces stores, elle dissuade pas tant que ça les gens de passer au digital. Et j'en veux pour preuve l'absence totale de scandale, alors que l'entièreté des FIFA qui avaient été achetés sur les stores ont été retirés de ces derniers, amputant de fait les gens qui les avaient achetés de leur jeu. Mais ce public étant un public peu averti, ils s'en sont visiblement beurrés la couille. Ça et le fait que le format itératif du jeu rend le fait de jouer à ces anciennes versions pas forcément très intéressant. Et je dis format itératif pour pas m'engouffrer dans le débat sur le copier-coller dont est victime la licence depuis plus d'une demi-douzaine d'années maintenant. Digression esquived. Bref, tout ça pour dire que si vous vous foutez d'avoir un accès physique à votre jeu, vous êtes clairement pas les seuls, et que quitte à passer sur du tout digital, autant privilégier les systèmes d'abonnement façon Game Pass ou PS Plus Extra, qui sont bien plus respectueux de votre portefeuille que tous ces stores digitaux à la con. Ouais, après tout, quitte à ne rien posséder, autant proposer un modèle à la Netflix plutôt que de vous faire payer l'achat individuel, ça je l'entends carrément. Surtout que je me suis pas trop attardé dessus, mais si vous êtes sur PC, de toute façon vous êtes BZ, non seulement les jeux physiques n'existent plus, mais en plus de ça, il y a même plus de lecteur de disques sur les PC. Donc en vérité, même si vous retrouviez des vieilles versions de Diablo 1 ou de Borderlands 2, le rangement, l'épicentre et tout ça, j'en ai peur. Et c'est ça qui se passe quand une pratique s'installe sans que personne s'y oppose. Le choix, progressivement, vous l'oubliez. Et cette pratique, justement, on voit qu'elle essaye doucement de s'introduire sur console. Rien que ces 2 dernières années, on a Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 et Black Myth Wukong, qui sont 3 énormes succès critiques et commerciaux, qui se sont simplement passés de la version physique au moment de leur sortie. Alors pour certains c'est un choix temporaire, pour d'autres c'est un choix définitif, mais dans tous les cas, on sent bien qu'il y a un tâtage de terrain en cours. Et ce tâtage de terrain, on se rend compte qu'il est plutôt à la faveur du démat. Alors certes, je suis le premier à vouloir que le physique reste, mais dans un monde où le physique n'existe plus, on aura 2 solutions. Soit on se rabat sur nos vieilles boîtes en plastique comme à des reliques du passé, ou alors on se satisfait d'avoir pu légiférer à temps pour empêcher ce genre de dérive de devenir la norme. Bon après, concernant les jeux physiques sur PC, j'imagine que c'est pas trop grave, parce que tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que Steam et sa politique pro-consommateur suffisent, du moins tant que son président et cofondateur reste Gabe Newell, mais à titre personnel, c'est une des raisons qui font que j'aurais toujours besoin d'une console, parce que aujourd'hui, certes, le président de Steam est pro-consommateur, maintenant Steam c'est une marque, et donc elle survivra à son président, alors que son président, lui, un jour ou l'autre, il finira par se casser, volontairement ou pas. Et dans le JV comme dans tout plein d'industries, on est en train d'apprendre qu'il faut pas tellement se fier au nom de la marque plutôt qu'aux gens qui sont derrière. Et qui, eux, jouent un peu plus aux chaises musicales, l'air de rien. Donc, ok, j'avoue, physique ou des maths, c'était surtout pour provoquer la discussion, mais en vérité, il y a quand même des points sur lesquels on peut pas fermer les yeux. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le fonctionnement des licences d'utilisation n'est clair pour personne. Et on l'a bien vu au tollé suscité par la disparition de The Crew, Les gens se pensent propriétaires de ce qu'ils achètent. Et oui, dit comme ça, j'ai conscience de l'absurde de la situation. Et franchement, on peut pas trop leur en vouloir, parce que tout est fait pour qu'on le croie. Alors oui, ça c'est indéniable, vous avez une bien plus grosse marge de manœuvre si vous avez une version physique, et c'est pour ça que j'aime bien à titre personnel. Maintenant, je suis aussi conscient qu'on peut pas fermer les yeux sur les bienfaits environnementaux pour la plus grosse industrie de divertissement au monde, de se passer de millions de boîtiers, de CD et de jaquettes, surtout vu l'état actuel du climat. Et on pourrait rétorquer qu'un store, ça fait tourner des serveurs et donc ça alimente cette crise climatique, mais dans des proportions bien moindres. En vérité, c'est un faux débat. Le seul vrai débat, c'est celui qui consiste à s'assurer que vous restiez propriétaire de ce que vous achetez, ne fût-ce qu'une simple licence. C'est pas normal qu'on puisse vous en révoquer l'accès sans raison ni compensation. Et c'est précisément parce qu'il n'y a aucune législation autour de ça que le support physique reste plus avantageux. Sans ça, on n'aurait aucun problème à accumuler les jeux digitaux puisque de toute façon, on serait assuré d'avoir notre jeu dans tous les cas. Mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, on sait qu'une fois un jeu disparu des stores, il reste plus que les exemplaires déjà téléchargés qui courent dans la nature pour empêcher le jeu concerné de disparaître pour toujours. Alors, on a bien des sites comme Abandonware, littéralement produits abandonnés, dont la mission est, je cite, de proposer d'anciens jeux qui ne sont plus disponibles dans le commerce à ce jour et dont le service après-vente a été abandonné. Cependant, eux-mêmes le précisent, et je cite à nouveau, cette pratique est illégale à ce jour et n'est actuellement que tolérée. Ce qui, traduit en français, donne « la terre entière s'en tartine le périnée, donc on fait ce qu'on peut ». Mais d'un point de vue industriel, ça reste un non-sens ubuesque. Imaginez-vous, vous êtes avec votre coffret Blu-ray de Friends, vous avez les 10 saisons, le coffret vous a coûté 150 balles, vous êtes trop content de l'avoir,
et d'un coup vous apprenez qu'il y a un nouveau coffret en 8K avec 2 nouvelles scènes coupées qui va sortir. Évidemment, vous sentez la patate venir, mais rien à faire. Vous recevez une mise à jour à laquelle vous ne pouvez pas échapper sur votre Blu-ray, le rendant tout simplement illisible. Ça paraît parfaitement inacceptable, on est d'accord, et pourtant, les séries télé et le jeu vidéo sont tous les deux sous la législation sur le PLA, qu'on a vu plus tôt. Parmi vous, il y a sûrement des fans de Doctor Who, et je sais que vous hurlez à la mort toutes les semaines en pensant aux centaines d'épisodes qui ont été perdus dans les années 60, et qu'on n'a juste pas pris la peine de sauvegarder parce que... à quoi bon ? Là, on laisse littéralement nos industries créer et éradiquer dans la foulée. En dépit de l'art derrière, on tombe dans le bête et méchant produit à consommer, rien de plus. Et clairement, ça traduit une estime assez basse qu'ont les éditeurs des produits qu'ils vendent. Et ça, c'est très largement décorrélé de l'estime qu'en ont les artisans du jeu vidéo, c'est-à-dire les développeurs et les artistes derrière. Parce que ces gens-là, généralement, ils y mettent leur trip. Et si je dis ça, c'est pas pour faire du pathos, c'est parce qu'on sait que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui est extrêmement ingrate, qui paye très mal, qui vous propose des conditions de travail dégueulasses. Vraiment, la seule raison d'y aller, c'est par passion. Alors, je réitère, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, c'est pas compliqué. Comme toujours, quand les industriels abusent, il faut les forcer. Et ça, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a que 2 en fait. Le premier, c'est le retour de bâton karmique que se mange Ubisoft en cette année 2024, qui restera dans son histoire comme son année la plus sombre, si 2025 ne fait pas pire, ça m'étonnerait, mais avec eux on sait jamais, et qui s'illustre par un désaveu complet des joueurs qui tapent là où ça fait mal. Non, pas ça, le portefeuille. Alors tout ça, ça vient pas que de The Crew, ça fait un moment qu'Ubisoft enchaîne les techs désastreuses et les positionnements anti-consommateurs. Je pense par exemple à des jeux en NFT, à des patchs vraiment pas top, à de la microtransaction abusive et outrancière. Et finalement, c'est pas surprenant qu'aujourd'hui, on se rende compte que tout se paye. Mais je préfère être honnête, je suis pas super fan de cette solution-là parce que, en cas de difficulté financière, on le sait, les premiers à gicler, ce sont les devs, ce sont pas les cadres. Quand bien même ce sont les cadres qui ont pris les fameuses décisions tant controversées, parfois même controversées auprès des devs eux-mêmes. Mais surtout, ce qui me chiffonne le plus, c'est que ça veut dire qu'il faut laisser la merde arriver pour ensuite pouvoir agir en conséquence. On n'est pas dans l'action, on est dans la réaction. Et c'est pas fou. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument acheter leur jeu à tout prix non plus. Simplement, effectivement, le boycott c'est toujours quelque chose qui a fait ses marques, et si la direction que prennent les jeux Ubisoft ne vous plaît pas, ne vous forcez pas à acheter leur jeu. Simplement, si vous êtes encore fan de cette formule-là, ne vous privez pas non plus. Le seul cas récent que j'ai où ça peut être intéressant de faire ménage dans les équipes de dev, c'est chez Activision Blizzard. Mais pas de peau, j'ai pris ma digressine 200 mg 3 fois par jour, donc cette fois-ci, on va éviter d'en parler. Tout ça pour dire qu'il faut pas se tromper de combat, parce que ce qu'on voit bien avec le cas d'Ubisoft, c'est que c'est un problème de décisionnaire et absolument pas de développeur. Bref, tout ça pour dire qu'il nous reste donc un deuxième moyen, c'est la loi. Parce que entre la fermeture des serveurs de The Crew et cette vidéo, il y a une pétition d'initiative citoyenne qui a vu le jour et qui est portée devant le Parlement européen, qui s'appelle Stop Killing Games. Bon alors, c'est quoi ça, Stop Killing Games ? Si vous avez fait un peu d'anglais dans vos vies, ça vous parle, pour les autres, ça veut juste dire arrêtez de tuer les jeux. Et donc, c'est une initiative citoyenne européenne qui vise à rassembler plus d'1 million de signatures, ambitieux, je sais, afin de demander à l'UE de se pencher sur la question, et de prendre des mesures pour protéger les consommateurs lors de l'achat de jeux. Pour faire simple, l'objectif il est triple, et là je cite directement le site de la pétition. Premièrement, c'est l'exigence que les jeux vidéo vendus restent dans un état fonctionnel après l'arrêt du support, ce qui est quand même la moindre des choses. Ensuite, c'est l'exigence qu'aucune connexion à l'éditeur ne soit nécessaire après l'arrêt du support, parce que là j'en parle comme d'un phénomène récent, mais en vérité depuis les années 2000, il y a déjà des jeux qui exigent ça et qui deviennent donc injouables même si vous trouvez par miracle une copie physique. C'est juste que jusqu'ici ça venait jamais de gros acteurs du secteur, donc tout le monde s'en foutait, à part des youtubeurs malheureux. En 9 ans de JDG, on n'a jamais autant galéré à installer un jeu. Ce troisième jeu, lui sorti en 2006 et nommé simplement Fort Boyard, le jeu, a été édité par Mindscape, société ayant fermé ses portes en 2011. Et comme pour beaucoup de jeux de l'époque, il faut une clé CD pour y jouer. Sauf que visiblement, Mindscape aurait oublié de mettre les clés CD dans les boîtes du jeu. Du coup, pour y jouer, il fallait appeler le service technique pour avoir une clé. Mais ce service technique, il a fermé maintenant, putain. Et enfin et surtout, aucune interférence avec les pratiques commerciales de l'éditeur tant que le support du jeu est encore assuré. Ce dernier point, il est super important, il montre bien qu'on veut faire d'ombre à personne. Tant que l'éditeur supporte son jeu, on demande aucun changement. Et donc je vous mets naturellement un lien cliquable juste en dessous, rien à voir avec pétition.org ou je sais pas quoi, pas besoin de repartager le truc derrière pour qu'il compte ou quoi. Là vous remplissez juste un mini formulaire et pouf ça part. On a jusqu'à l'été 2025 pour rassembler ces signatures, actuellement on est déjà à 37% des signatures requises, soit 370 000 signataires. C'est pas dégueu hein. Comme quoi des fois les ambitions...
Bref, bon, on a fait le tour à mon sens. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de devoir se limiter quand on ouvre des gros sujets comme ça, parce que même si on s'est quand même bien étalé, bah y a quand même beaucoup de sujets qu'on a fait que survoler. Mais malheureusement, c'est aussi le jeu. Derrière, si on veut pas se retrouver avec une vidéo de 4 heures qui serait beaucoup trop pour moi et beaucoup trop pour vous, hein, parce que n'est pas review qui veut, il faut savoir se limiter. Alors oui, c'est vrai, on s'est pas penché sur l'aspect psychologique de la collectionnite, hein, pourquoi on le fait, d'où ça nous vient, mais en vrai, c'était pas l'objectif. Au final, on l'a vu, hein, c'est un sujet bien plus compliqué qu'il en a l'air, qu'on a seulement effleuré dans cette heure passée ensemble, mais au moins ça suffit à nous donner les armes pour faire des choix de consommation qui nous correspondent, et avec lesquels on est à l'aise. Parce qu'au final, ce qu'on peut conclure, c'est que bien sûr que le physique c'est mieux pour protéger vos droits en tant que consommateur. Maintenant, si en sachant tout ça, vous préférez toujours le numérique, y a aucun problème avec ça, vous le faites simplement en connaissance de cause, et c'est déjà bien mieux comme ça. Bon, pour ma part en tout cas, je considère que j'ai fait le tour. Vous l'aurez compris, tout ce débat autour du physique, du démat, même de la collection, etc. Bon, c'était surtout un gros prétexte pour aborder pas mal de dangers liés aux dérives de l'industrie du jeu vidéo depuis 10-15 ans maintenant, qui est en roue libre totale, et sur laquelle, bah, à défaut de légiférer, on peut au moins sensibiliser. Et après, légiférer quand même, parce que c'est pas... En tout cas, merci à vous d'être resté une nouvelle fois jusqu'à la fin, c'était un vraiment très gros morceau, et ça me fait plaisir que vous soyez tout enquillés. Merci pour tous les retours sur la première vidéo, hein, j'ai pu pas mal en discuter, j'ai pu pas mal débattre à droite à gauche, j'ai des super copains qui m'ont offert une nouvelle caméra, j'espère que la différence se fait sentir quand même un petit peu, normalement je vois mon retour là, oui, quand même un petit peu, faut pas déconner. Comme d'hab, critique constructive, bienvenue dans les commentaires, ou même prolongation du débat, pourquoi pas. Si vous trouvez ça cool, bah un like et un abonnement, ça coûte toujours rien et ça fait toujours plaisir, donc si vous hésitez, je viendrai mordre vos genoux dans votre sommeil. C'est dit. Pour le reste, bah, je vous remercie une dernière fois, et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction, et puis surtout, bah à bientôt. Tchou! Mais je vais être honnête, je suis pas fan de cette méthode. Déjà tout simplement parce que ce sont les devs, ce sont pas les cadres. Quand bien même ce sont les cadres qui prennent les fameuses décisions tant décriées. Parfois même par les devs eux-mêmes. Oh, Alexa, tais-toi. Oh non, elle était bien. Ça fait 15 ans qu'ils sont bien installés sur Steam, ils ont aucun intérêt à passer sur l'Epic Game Store, d'autant que l'Epic Game Store est très peu fonctionnel à sa sortie, ce qui fait que l'un dans l'autre... Non. Noble initiative me direz-vous, et vous avez pas noble initiative me direz-vous, et vous avez pas tort, cependant qui va sur les stores? Putain. Noble initiative me direz-vous, et vous avez pas tort, cependant qui va sur les stores? Les joueurs. Et qui a refusé... Non. Noble initiative me direz-vous, et vous avez pas tort, cependant qui fait vivre les stores? Bah ceux qui dépensent de l'argent dessus, c'est-à-dire les joueurs, et les joueurs ils ont massivement refusé. Massivement, pourquoi? Noble initiative me direz-vous, et vous avez pas forcément tort, cependant qui fait vivre un store en dépensant son argent dessus? Les joueurs. Et qui c'est qui va refuser d'abandonner le... Non. Sony est un très bon exemple, puisque Sony fait des jeux, des stores, mais non, consoles. Des stores. Oui, les jeux AD peuvent avoir des éditeurs, longue histoire de contexte historique et d'abus de langage, franchement on y reviendra, mais pas là, je vous jure, j'ai... Du coup, avec tous ces coups en moins... Pardon. À qui je m'excuse. Pour faire simple, sur PC, le store dominant c'est Steam, et Steam, il est arrivé en 2003 avec... le même principe que tous les autres stores encore aujourd'hui. Non, c'est trop, c'est chiant. En théorie. Et dont le store a fermé en 2021, soit 17 ans de durée de vie. C'est un peu mieux, mais vous quand même perdez... Oh, attribué aux influenceurs pour influencer, mais finalement ça va quand même pas marcher, ils vont perdre des milliards dans l'équation, et aujourd'hui, Steam reste la principale plateforme de jeu utilisée sur PC. Voilà. Fin de la digression. Oh
digression, non. Sony fait des consoles, et que sur ces consoles, pourquoi je me regarde mon retour, mais je suis trop con. Sony fait aussi des consoles, et que sur ces consoles, arrête de regarder ton retour, arrête de regarder ton... Par pitié, arrête de regarder ton retour. Sony fait des consoles, et que sur ces consoles, j'ai regardé mon retour. Mais ces stores, ce sont que le deuxième intermédiaire que vous rajoutez entre vous et votre jeu. Maintenant, il y en a encore d'autres, et on va en parler maintenant. En l'occurrence, il s'agit des... Par contre, ces stores, ça reste le deuxième intermédiaire qui reste entre vous et votre jeu en format... Je vous le dis, avec chichi, devant la montagne et le cinéma. Ouais, la montagne. La montagne. C'est vrai que la montagne, ça rapporte quand même. Je vous le dis sans chiche. Je vous le dis avec chichi, devant la montagne et le cinéma. Mais pour... Oh, mais c'est bon maintenant, la montagne. Casse-toi avec ta montagne. Merde, ça tourne. Pourtant... Je le fais bien. Jeu qui contenait des microtransactions au passage, donc tous les skins et tout ce que... En plus de ça, Overwatch 2 il fait pas forcément l'unanimité, déjà par rapport aux changements apportés au niveau de ses systèmes de... J'ai loupé mon doigt.